gouvernement de transition du Gabon a adopté jeudi 17 octobre 2024 en Conseil des ministres le projet de constitution qui sera soumis à référendum le 16 novembre 2024. Les détails dans un instant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Pyongyang de fournir des soldats à l'armée russe dans le conflit en cours lors d'une allocution quotidienne le dimanche. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal international de ce vendredi 18 octobre. À Antananarivo, la capitale malgache, la crise de l'eau continue de sévir et les annonces pour y faire face se multiplient. Après avoir mis en place des mesures d'urgence telles que l'interdiction d'utiliser l'eau à des fins non vitales, le président Andry Rajoelina s'engage désormais à s'attaquer au dysfonctionnement d'un réseau de distribution d'eau vieillissant. Il espère qu'avec des solutions radicales, la pénurie d'eau, plus ou moins sévère d'une année à l'autre, pendant la saison sèche pourrait être résolue dans un an. Pour faire face à ce qu'il qualifie de pénurie d'eau sans précédent, Andry Rajoelina souhaite aller au-delà des mesures d'urgence. Pour cela, le mardi 15 octobre, le chef de l'État malgache a d'abord dressé un diagnostic critique des infrastructures du réseau d'eau d'Antananarivo en mettant l'accent sur le lac Mandroziza. Ce bassin de rétention, alimenté par les eaux de la rivière Ipoka, est la principale source d'approvisionnement de la capitale. Le président a reconnu que, depuis 60 ans, ce lac n'a jamais été entretenu, entraînant une accumulation de boue au fond du bassin. Il a donc engagé le nettoyage et le dragage du lac, une mesure destinée à renforcer sa capacité de stockage et à améliorer le traitement de ses eaux. Une priorité pour Gérard Andria Le Muro-Vazon, ancien président du conseil d'administration de la GIRAMA, la compagnie nationale de distribution d'eau. La crise de l'eau est due à une mauvaise exploitation. L'eau que vous transportez dans les tuyaux contient des impuretés en suspension. Forcément, ces impuretés finissent par boucher les tuyaux. Il faut donc traiter l'eau et sa distribution de façon très technique. Parmi les autres promesses à long terme faites par le président figure la construction de 2 nouvelles stations de purification des eaux afin de pallier un manque de production critique. En cette période de sécheresse, un tiers des besoins en eau de la capitale reste insatisfait. Au Togo, la capitale a connu plusieurs coupures d'électricité cette semaine durant plusieurs heures. Cette situation a également affecté la prison civile de Lomé, entraînant des difficultés supplémentaires pour les détenus. L'association des victimes de la torture au Togo, qui a également pour mission le suivi des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités togolaises à prendre des mesures. Pendant 3 heures lundi et 6 heures mardi, la prison civile de Lomé a été privée d'électricité. Cet établissement déjà surchargé voit les conditions de vie de ses détenus se détériorer davantage en raison de ces coupures. Au micro de nos confrères, Acholi Kao, président de Las Visto, souligne que la prison civile de Lomé a une capacité de 600 places, mais abrite actuellement plus de 2000 détenus. Les coupures d'électricité provoquent une chaleur caniculaire et rendent l'atmosphère suffocante. Lorsqu'elles interviennent, il n'y a plus d'aération. Les prisonniers tombent évanouis sous le coup de la chaleur, déclare-t-il. Cette situation a été à l'origine de plusieurs décès en détention ces dernières années, affirme Las Vito, qui demande au gouvernement togolais de doter chaque prison d'un groupe électrogène. Un ancien détenu de la prison civile de Lomé décrit des conditions inhumaines. Il évoque une chaleur étouffante et des dizaines de personnes entassées dans quelques mètres carrés. Les détenus ont des difficultés à trouver une place pour dormir. De plus, ils doivent utiliser un seau pour faire leurs besoins la nuit, ce qui engendre des odeurs difficilement supportables. Les conditions de détention ne respectent pas les normes internationales, relevait Amnesty International il y a 2 ans. L'organisation dénonçait également la surpopulation carcérale due en partie à un nombre élevé de détentions préventives et au manque de recours aux peines alternatives. Au Gabon, le gouvernement de transition a adopté jeudi 17 octobre 2024 en Conseil des ministres le projet de constitution. Le texte sera soumis à référendum le 16 novembre 2024 dans un mois. Une nouvelle étape dans le processus politique, un an après le renversement du président Ali Bongo par les militaires du CTRI.
Il n'y aura que 14 semaines pour organiser un scrutin le samedi 16 novembre. Les électeurs gabonais seront donc invités à dire oui ou non à cette nouvelle constitution dont la version définitive n'est pas encore publiée mais pour laquelle une campagne de sensibilisation est lancée depuis le début du mois. Le texte est d'abord rédigé par un comité d'experts, puis est passé par le Parlement de transition. Députés et sénateurs réunis en assemblée constituante le mois dernier ont proposé plus de 800 amendements. Tous ont été examinés mardi lors d'un séminaire organisé autour des militaires du CTRI et du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oli Kingema, à qui revenaient les derniers arbitrages. En attendant de connaître ces ultimes arbitrages, on sait que les parlementaires avaient maintenu les dispositions de l'avant-projet concernant les critères d'éligibilité à la fonction présidentielle, notamment être né de père et de mère gabonaise et avoir une épouse gabonaise. Les autorités de la transition présentent cette étape de l'adoption de la nouvelle loi fondamentale pour le Gabon comme étant décisive pour pouvoir mettre ensuite en œuvre les recommandations émanant du dialogue national inclusif d'avril 2024. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a été nommé vendredi nouveau vice-président du Kenya par le chef d'État William Ruto. Son prédécesseur Rigathi Gachagua a été destitué jeudi à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son numéro 2. Le président kenyan William Ruto a nommé vendredi 18 octobre le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki nouveau vice-président quelques heures après la destitution historique de Rigathi Gachagua, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Ce matin, j'ai reçu un message de son Excellence le président concernant la nomination du professeur Kithure Kindiki pour combler le poste vacant de vice-président de la République du Kenya à la suite de la destitution du précédent titulaire du poste, a annoncé Moses Wetangula aux députés. Rigathi Gachagua avait été destitué jeudi de la vice-présidence à l'issue d'une procédure inédite, point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son numéro 2. Le Sénat a estimé que Rigathi Gachagua était coupable de 5 des 11 charges que contenait la motion de destitution. Il suffisait à la Chambre haute de le déclarer coupable d'un chef d'accusation pour qu'il soit démis de ses fonctions. Rigathi Gachagua, 59 ans, notamment accusé de corruption et abus de pouvoir, devient le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dimanche dans son allocution quotidienne que Pyongyang fournissait des soldats à l'armée russe pour l'invasion de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche 13 octobre que la Corée du Nord fournissait des soldats à l'armée russe en plus de lui livrer des munitions pour son invasion de l'Ukraine. Nous voyons une alliance grandissante entre la Russie et des régimes comme la Corée du Nord. Il ne s'agit plus seulement du transfert d'armes, il s'agit de l'envoi des personnes de Corée du Nord dans les forces armées de l'occupant, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Dans ces conditions, nos relations avec les partenaires doivent être développées. Le front a besoin de plus de soutien. Selon lui, Kiev a besoin d'armes à longue portée pour augmenter la pression sur l'agresseur et prévenir une guerre plus grande. Depuis des semaines, l'Ukraine demande à ses alliés occidentaux de lui fournir des missiles à longue portée pour frapper en profondeur la Russie. Jeudi, le Kremlin a démenti les informations émanant de Kiev et Séoul indiquant que les soldats nord-coréens prête main forte en Ukraine à l'armée russe qui reçoit des munitions et des missiles venant de Pyongyang selon les Occidentaux. Dotée de l'arme nucléaire, la Corée du Nord a renforcé ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou et le président russe Vladimir Poutine a effectué une rare visite à Pyongyang en juin pour y signer un accord de défense mutuelle avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La Russie, de plus en plus dépendante des munitions nord-coréennes, et médias ukrainiens a soutenu le week-end dernier que 6 officiers nord-coréens étaient morts lors d'une attaque de missiles ukrainienne quelques jours plus tôt
près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé par Moscou. Le ministre sud-coréen de la Défense Kim Yong-yen avait de son côté déclaré mardi que Séoul jugeait très probable qu'il y avait eu des victimes parmi des officiers nord-coréens et soldats, disant même s'attendre à ce que d'autres troupes soient envoyées en renfort aux côtés des Russes. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt.